Merci d'être sur la télévision Pacifique. Bienvenue dans cette édition de nouvelles à la une de l'actualité vers la reconstruction du palais présidentiel haïtien détruit le 12 janvier 2010. Le président Jovenel Moïse a installé ce jeudi un groupe de travail et de réflexion sur le projet. Commémoration de la journée nationale de la diaspora ce 19 avril à Port-au-Prince. Les citoyens sont inquiets face aux conséquences des possibles déportations massives d'Haïtiens de la diaspora sur l'économie du pays. Deuxième journée de débrayage pour les étudiants en médecine de l'université privée Quisqueya pour revendiquer des stages et un laboratoire. Dans l'actualité internationale, Donald Trump s'en remet à la Chine pour faire pression sur Pyongyang. En visite au Japon, Mike Pence rassure en annonçant que son pays va déployer plus de ressources militaires dans la région. Mesdames, Messieurs, je vous invite à rester branchés sur la télévision Pacifique. Ces titres vous seront développés sous peu. Bienvenue, mesdames, messieurs, dans le développement du journal. Comme annoncé dans le titre, l'installation ce jeudi par le président de la République, Jovenel Moïse, d'un groupe de travail, de réflexion sur la reconstruction du palais présidentiel. Deux anciens présidents, Prosper Avril et Alexandre Boniface, l'ancienne première ministre Michel Duvivier-Pierre-Louis, le premier ministre Jacques Aguila-Fontan, les présidents des deux branches du Parlement haïtien ont assisté à la cérémonie d'installation. Cette commission de 7 membres a pour mission de travailler sur les stratégies à mettre en place pour reconstruire ce bâtiment symbole de la fierté du peuple haïtien, a souligné le chef de l'État, Jovenel Moïse. 3 conditions essentielles devront être prises en compte dans la conduite des travaux de reconstruction du palais. Premièrement, ils doivent permettre aux citoyens, universitaires, experts, architectes et ingénieurs du pays et de la diaspora d'alimenter les réflexions afin d'avoir un palais national qui répond aux préoccupations architecturales et esthétiques de l'État tout en respectant les normes modernes de construction des édifices publics à valeur culturelle et historique. Deuxièmement, nous devons tirer toutes les leçons du séisme du 12 janvier et être vigilants afin de prendre en compte toutes les normes de sécurité en matière de construction. Troisièmement, l'architecture du palais a fait rêver plusieurs générations. J'estime nécessaire de reconstruire les façades extérieures du palais à l'identique. Le coordonnateur du groupe de travail et de réflexion sur la reconstruction du palais présidentiel, Clément Bélizer, a remercié le président de la République pour la confiance placée en lui. Nous allons travailler en vue de donner le pays, le palais présidentiel qu'il méritait, a assuré l'ingénieur Clément Bélizer. Je voulais remercier le président et son équipe d'avoir fait le choix de moi, de la confiance pour justement coordonner ce groupe de travail. Et je voulais remercier de façon particulière l'équipe des conseillers qui a constitué ce beau panel de commissionnaires. Je les connais tous et ce sont parmi les meilleures têtes au niveau de l'architecture, de l'urbanisme, de la planification urbaine et de l'histoire du pays. Mon cher ami et collègue ingénieur Patrick Durandis, qui est un documentaire vivant, qui me gratifie de temps à autre de belles histoires. Donc je voulais vous remercier d'avoir fait le choix, et de moi comme coordonnateur, et d'avoir fait le choix de ce beau panel d'Haïtiens, de professionnels haïtiens, et nous promettons d'offrir à la nation haïtienne le palais national que Haïti mérite et que Haïti aimerait avoir. Merci beaucoup. Autre nouvelle, commémoration de la journée nationale de la diaspora ce 19 avril. Des citoyens de la région métropolitaine de Port-au-Prince s'inquiètent face aux conséquences des éventuelles déportations massives dans les prochains mois d'environ 300 000 sans-papiers haïtiens vivant en République dominicaine et aux États-Unis d'Amérique. Suivez ce reportage avec nos collaborateurs Jean-Maxon Dorsey et Jimmy Aujour. Les potentielles déportations massives des migrants haïtiens vivant en situation irrégulière aux États-Unis d'Amérique et en République dominicaine inquiètent sérieusement les citoyens dans la région métropolitaine de Port-au-Prince. Ils redoutent de graves conséquences de ces expulsions
sur la vie socio-économique du pays. Si vous qui haïtien qui vivent sous terre ça là dans le pays d'Haïti, dans Port-au-Prince, misère ou souffrir là et ça cap venir la venir ou par contre qui j'ai à déporter. Si ça le gain l'autre bord, est-ce qu'il a permettre de venir avec lui? Et si vous avez 300 000 personnes qui viennent là, est-ce que les Haïtiens ne peuvent pas recevoir? Il y a plus de problèmes dans le pays, il y a plus de chômage tout. Les citoyens interrogés estiment aussi que la fragilité socio-économique du pays risque d'empirer, puisque l'économie des ménages d'Haïti est tributaire des transferts d'argent de la diaspora haïtienne, des États-Unis notamment. Ils pressent les autorités d'entamer un dialogue diplomatique avec leurs homologues des deux pays étrangers concernés en vue de trouver une issue à ce problème migratoire. Mon qui était l'autre bord, qui était grand la vie mieux, qui t'a travaillé, qui t'a créé l'on baisse, qui t'a vu pour famille, qu'on a vu créer plus misère dans le pays. Manger à monter, tout bas à monter. Le travail pour l'État c'est à faire, c'est à faire une délégation, chita parler pour jouer une négociation avec l'immigration étrangère pour que yo joigne une solution à pile paquet moun sa yo que très bientôt, il y a par rapport à la décision pour faire déportation en masse. Très acide, ce groupe fustige les gouvernants qui se sont succédés au pouvoir ces 10 dernières années et qui n'ont jamais rien fait pour inciter les Haïtiens à rester au pays. Et si tu as vu toute diaspora qui dans l'autre pays qui t'a entré à Haïti, je pense que le problème aura augmenté pour nous ici. Parce que pas ici, pas rien qui fait pour encadrer les gens qui vivent sur le territoire noir. Mon cher, ça dépasse les responsables parce qu'il n'y a pas un pays qui a déboîté dans l'affaire immigration, dans le monde qui a quitté le pays ou parti. À partir de la fin du mois de juin prochain, Haïti risque de recevoir environ 250 000 compatriotes venant de la République voisine. 58 000 autres, dont le statut temporaire protégé TPS arrive à expiration venant aux États-Unis d'Amérique, devraient arriver ici au début du mois de juillet. Notons que le TPS a été adopté en 1990 par le Congrès des États-Unis pour accueillir les ressortissants des pays touchés par la guerre civile et les catastrophes naturelles. Dossier société, la direction de l'administration pénitentiaire nationale, la DAP et l'unité correctionnelle de la MINUSTAH ont organisé mercredi à Pétionville un atelier visant à valider le document intitulé Directive et plan d'action genre bientôt adopté par la DAP, une démarche visant à promouvoir l'équité de genre au sein de l'institution et améliorer le sort des femmes détenues dans les différents centres carcéraux du pays. Souhait ce reportage avec Amos Chalut et Rigueur Noël. Élément clé de la chaîne pénale, l'administration pénitentiaire nationale se veut l'un des fleurons de la promotion de l'équité de genre, moteur du développement institutionnel. Selon le directeur de la DAP, Jean-Gardy Muscadin, cette étude de 6 mois a permis d'effectuer un état des lieux au niveau du personnel et des 17 centres carcéraux installés à travers le pays. Le commissaire divisionnaire indique que sur les 1656 employés que compte la DAP, seulement 391 femmes sont recensées, soit 23,61% de cet effectif. D'où la nécessité, estime Jean-Gardy Muscadin, de majorer le personnel féminin de l'institution pénitentiaire à l'aide des mécanismes fournis par ces documents. Si l'administration pénitentiaire compte plus de 1656 employés, cet effectif est réparti en 1264 employés hommes pour seulement 391 femmes. Il représente un maigre taux de 23,61% de femmes. La consultante de la MINUSTAH qui a mené cette étude, Pulcheri Nomo-Zibi, a, dans ses recommandations, mis l'accent notamment sur l'accès à la justice et à la santé des femmes et des mineurs en milieu carcéral. Il y a des recommandations, notamment la prise en charge des soins spécifiques en santé, santé mentale, santé physique des femmes et des enfants, la construction d'établissements pénitentiaires distincts pour les hommes et les femmes, la séparation des filles, des mineurs filles, des adultes dans les centres pénitentiaires. Une des recommandations également, c'est la participation égalitaire des hommes et des femmes membres du personnel pénitentiaire. Et nous avons également proposé une prise en compte de l'accès à la justice
des personnes en détention. Le chef de l'unité de correction de la MINUSTAH, Serge Magouan, estime que cette démarche pourra contribuer à améliorer les conditions de vie du personnel féminin de la DAP ainsi que celle des prisonnières. On est très heureux d'appuyer, si vous voulez, cette initiative-là et de faire en sorte que ce soit une réussite, un peu comme disait DAP, et que ce soit une réussite autant du côté du personnel de la DAP, mais aussi des détenus. C'est l'orientation qu'on veut donner avec cette nouvelle directive. Les organisateurs ont également plaidé en faveur du renforcement de la collaboration entre les représentants de la société civile et les responsables de la direction de l'administration pénitentiaire nationale dans le cadre de la lutte pour la promotion de l'équité de genre au sein de l'institution publique. Les étudiants de la faculté de médecine à l'université privée Quisqueya ont observé leur deuxième journée de grève ce mercredi. Parmi leurs revendications, des stages et un laboratoire pour les pratiques du métier. Certains d'entre eux tenant à rester dans l'anonymat se sont confiés à Stéphanie Charles et Rigornuel. Nous réclamons pour nous bon stage, nous réclamons pour nous gagner dissection dans l'école là comme ça doit. Nous réclamons justement pour nous gagner un laboratoire, nous réclamons justement pour nous gagner des espaces qui strictement réservés aux étudiants de médecine, comme ça fait dans pile l'autre faculté et voisin, ok? Et nous demandons justement pour que, comme l'école qui a monté, de façon que nous ne comprendre, constater justement qu'il y a un vide institutionnel depuis plus d'un mois et que nous avons absence de doyen. Donc nous devons connaître justement qui ça fait avec nous. Est-ce que cette faculté a besoin de fermer ou tout le moins ça fait dans le plus bref délai pour dire nous ça. Nous quittons les oreilles, nous la caille, nous ne pas prendre parole encore. Parce qu'on savait c'est où les toujours rouler nous. C'est pas en l'air, dis-nous comme ça, il y a pensé pour nous. Nous avons fait une mobilisation bien haut jusqu'à ce que nous jouions justement des résultats concrets à ça que nous demandons. Non, le bloc est juste à nouvel ordre. Pour empêcher nous revendiquer. Là, nous réussissons à revendiquer là, c'est résilier nous. Nous mettons au barbouquette, nous-mêmes nous disons non, faut nous payer, faut que nous jouions service. Depuis janvier, chaque fois, nous avons besoin de faire cours. Nous pas de LCD pour nous faire cours. Faut que nous disions ça. Pour qui ça l'Étienne pendant que vous manifestez pour lui? Nous pas rien pour nous faire cours, nous pas de matériel pour nous faire cours. Professeur pas venir examiner faire depuis session passée, nous pas foutre jeunes résultats jusqu'à courir. Nous pas de doyen et n'a payé $23,000 chaque année pour nous en éducation de qualité. Yo pas fait ici, yo perdu toute notre nous ou fin composé ou présent dans la salle composition, leur demander note, yo dit yo pas de note. Leur ils vont côté ou tout ça étudier qui en médecine, yo pas voulu recevoir, yo dit pas recevoir étudier qui donc nous demandons pour changer toute bagaille parce que nous payons cher pour ça. Des employés du service de la voirie de Port-au-Prince annoncent des mouvements de protestation en vue de réclamer des arriérés pour 22 mois de travail. Ces protestataires reprochent au gouvernement d'avoir décaissé des centaines de millions de gourdes au profit des parlementaires haïtiens alors qu'ils ont été jetés aux oubliettes au cours de la période pascale. Suivez ce reportage de Vladimir Galette et Francineus. Ils sont plus d'une vingtaine d'employés du service de la voirie qui entretiennent les places publiques dans l'aire du Champ-de-Mars à Port-au-Prince qui tardent encore à recevoir leur salaire. Furieux du fait que le gouvernement vient de décaisser plus de 76 millions de gourdes pour les parlementaires en vue de financer des activités culturelles durant la période pascale, ils réclament dans le meilleur délai leurs arriérés pour plus de 20 mois de travail. De nous 23 mois là, on pas jamais payer nous. Faut payer moun yo mourir grand coup sur place. Faut faire geste avec place publique tout. Il y a 24 mois il y a prédit. Gars nous paquet fatrak te gen en pétition là, yo levé tout. Les protestataires qui informent avoir entamé toutes les démarches administratives auprès des autorités compétentes en vue de recevoir leur salaire annoncent de nouvelles phases dans le cadre de leurs revendications si celles-ci ne sont pas satisfaites rapidement. Nous faisons tout ça nous capables. Yo prend dossier dans mais nous, on est pas marché. Chaque jour a poule nous dans farine, yo pas jamais dit nous rien. Mais on seul bagaille. Nous voyons un message. Bay président et Jovenel. Jodi a 17 si président et Jovenel pas voyons une réponse. N'a pas campé, champ pour nous camper, JPP, champ passer le passe. Plusieurs secteurs de la société dénoncent le décaissement par le gouvernement de plus de 76 millions de gourdes au profit des parlementaires au cours de la période pascale, alors que la dette de l'État envers ses employés contractuels s'accumule. À présent, mesdames, messieurs, nous allons directement à l'étranger pour la page internationale. Donald Trump semble s'en remettre maintenant à la Chine pour faire pression sur Pyongyang. En visite au Japon, le vice-président américain Mike Pence tente de rassurer les voisins de la Corée du Nord. Dans l'avenir, les États-Unis vont déployer dans la région encore plus de leurs ressources militaires les plus modernes. Plus de détails avec nos confrères de Euronews. Les États-Unis sont-ils en train de calmer le jeu avec la Corée du Nord ?
Après les menaces de la semaine dernière de Donald Trump, il semble que le président américain s'en remette maintenant à la Chine pour faire pression sur Pyongyang. Depuis le Japon, où il est en visite, le vice-président Mike Pence a tenu tout de même à rassurer les voisins de la Corée du Nord. Dans l'avenir, dit-il, les États-Unis vont déployer dans la région encore plus de leurs ressources militaires les plus modernes. Et vous pouvez être assuré que la gamme complète des capacités militaires des États-Unis est consacrée à la protection du Japon. Le Japon, vous êtes notre ami, vous êtes notre allié. Signe du changement de position de Washington, le déploiement menaçant de navires américains censés se diriger vers la Corée du Nord est finalement en route pour l'Australie. Donald Trump compte sur une pression économique de Pékin. La Corée du Nord dépend commercialement de son allié chinois et la Chine a commencé à arrêter ses importations de charbon nord-coréen. Mais l'isolement international ne semble pas inquiéter Pyongyang, qui promet de poursuivre ses essais nucléaires et motive ses troupes à grands coups de vidéos glorifiant les attaques contre l'ennemi américain. Mesdames et messieurs, c'est ici que prend fin cette édition de nouvelles. Merci à vous qui l'avez suivi. Je vous invite à rester branchés sur la télévision Pacifique, la chaîne 54, pour la suite de sa programmation.